Passons à notre sujet du jour, investir dans le cinéma. Ça, c'est quand même une sacrée question, parce que c'est vrai que c'est pas forcément un secteur où les choses sont immédiatement rentables. Et on est rejoint par Jeremy Blackwell, gérant de fortune, fondateur de la newsletter Limonade aussi, que vous pouvez retrouver. Alors, la fête du cinéma vient de se terminer. On a un festival de Cannes qui approche tout doucement. On va parler cinéma et bourse. C'est vrai qu'on n'a pas forcément conscience que y a certaines sociétés de cinéma qui sont cotées, qui constituent des opportunités d'investissement. Et vous nous avez déniché 3 pépites pour investir dans le cinéma en bourse. Alors, comment ça se passe, Jérémy ? Bonjour Antoine. Effectivement, aujourd'hui, je propose une petite sélection de 3 valeurs cinéma. C'est vrai qu'on ne parle pas beaucoup de cinéma en bourse d'habitude. Je me suis dit que c'était l'occasion. Donc, la première valeur dont je peux parler, c'est peut-être la plus connue, c'est Lionsgate, un studio indépendant américain. Donc, comme vous l'avez suivi, donc la Warner s'est fait récemment racheter par Paramount Skydance pour 108 milliards de dollars. Et donc, Lionsgate, c'est tout simplement le dernier grand studio indépendant coté en bourse. Ils ont ce qu'on appelle de l'IP, c'est-à-dire qu'ils ont des propriétés intellectuelles intéressantes. Ils ont plusieurs franchises milliardaires, donc comme Hunger Games, John Wick, Twilight, probablement bientôt The Housemaid, dont le premier épisode a déjà réalisé plus de 400 millions de dollars. Ils ont aussi quand même 38% de leur activité qui se fait hors cinéma, donc qui est séries télé, streaming et produits dérivés qui prennent de plus en plus d'ampleur. Ils viennent de se séparer complètement de Starz, qui était la partie streaming. Donc maintenant, c'est vraiment devenu un pure player, avec une valorisation qui est encore, pour moi, mal appréciée par le marché, puisque la société, le studio ne vaut que un peu plus de 2,5 milliards de dollars, donc, à comparer aux 108 milliards de dollars de Warner. Et avec, pour moi, 2 catalyseurs à relativement court terme, assez attendus. Donc la sortie du biopic de Michael Jackson, pour les fans, là, qui va sortir le mois prochain. Si c'est pas un hit, ça. En tout cas, il y a une forte attente. Il a fait pas mal de previews. C'est le record de vues pour la bande-annonce pour un film de Lionsgate. Maintenant, attention, ça peut être tout l'un ou tout l'autre. Nous savons. Oui, mais je suis confiant parce qu'ils ont déjà préparé apparemment un numéro 2, Michael Jackson 2, donc en préparation. Donc ça pourrait être un gros succès. Les estimations, c'est au moins 300 millions de dollars pour le premier épisode. Et puis, il y aura bientôt aussi le retour de Hunger Games avec un nouvel épisode qui devrait relancer la franchise, qui est une des plus grosses franchises du groupe, et qui sortira sur les écrans en novembre. Avant de parler de vos 2 autres pépites, je voudrais juste revenir sur un truc, et c'est vrai que vous parliez de ces biopics, vous parliez du nouveau modèle industriel des médias et du cinéma, qui est au milieu de tout ça. Est-ce que, en fait, on n'est pas en train de passer directement sur des grosses entreprises qui vont gérer des droits intellectuels ? Plutôt que de produire des films, en fait. Ouais, c'est un peu ça. Effectivement, maintenant, le cinéma, c'est de plus en plus une affaire de propriété intellectuelle, d'IP, avec de plus en plus de franchises. C'est ça. Les gens, maintenant, ils veulent venir au cinéma soit pour voir des événements, donc c'est souvent des gros blockbusters, c'est souvent des franchises. Et quand ils y vont, ils veulent avoir des conditions optimales. Et c'est vraiment la sortie un peu plus exceptionnelle qu'avant. Quand on va au cinéma, c'est pas pour voir un film qu'on peut voir sur Netflix, sur son canapé. Pour vivre une expérience. Non, puis il faut justifier sa plus-value, tout bêtement. On en est tous là. Exactement. Vos 2 autres pépites, alors il y en a une qui s'appelle Kinépolis. Alors Kinépolis, c'est où ça ? C'est une société belge. Belge, donc c'est un réseau d'exploitants de cinéma. Ils sont présents pas mal en Europe, mais aussi aux États-Unis. Et c'est un exploitant pas tout à fait comme les autres, puisqu'il a des marges aussi importantes qu'un groupe de luxe. Il a à peu près 30% de marge. Donc il réussit bien à exploiter des salles de cinéma, mais plutôt des salles premium avec de plus en plus de salles IMAX, des sièges grand luxe. Et puis après, il y a toute la partie restauration qui va avec. Ils ont bien réussi à augmenter leur prix ces dernières années. Donc le prix des places, donc le revenu par fauteuil a pas mal augmenté ces 3 dernières années. Il continue à progresser. Et c'est vrai qu'avec une marge de 30%, ils arrivent à dégager à peu près 70 millions d'euros de cash flow par an, ce qui leur permet justement de moderniser, premiériser, comme ils disent, leurs salles, et puis aussi de faire quelques acquisitions. Ils ont racheté, par exemple, en fin d'année dernière, Imagine Entertainment, un réseau de salles aux États-Unis pour 105 millions de dollars. Donc voilà, ils se développent à la fois par croissance interne et organique. Et
comme l'an dernier était une année plutôt faible en termes de sorties cinématographiques, je pense que cette année qui est assez chargée en blockbuster devrait avoir une augmentation de la fréquentation qui se ressent toujours fortement dans les résultats de Kinépolis, qui se traitent en plus à des valorisations historiquement basses, puisque le titre est autour de 25 € contre un plus haut à 62 €, alors que depuis, les résultats ont plutôt progressé. Peut-être préciser juste que Kinépolis est présent en France. Ils ont une vingtaine de cinémas en France, notamment dans le nord et l'est de la France. Moi, je viens de Mulhouse, il y en a un là-bas, en fait. Ils sont pas mal dans le nord aussi de la France. Mais ils sont pas trop à Paris, pour le coup. C'est fou, ça. Alors, j'ignorais totalement. Je vais pas souvent au cinéma, mais alors surtout pas, j'ai aucune acquaintance avec ces régions-là. Concentré géographiquement, et encore une fois, c'est pas à Paris. Mais là, c'est contre-intuitif, et c'est peut-être une super bonne raison de s'y intéresser, parce que tout le monde va se dire, mais exploiter des salons des salles de cinéma. Ça nous ramène. C'est assez défensif dans le sens où il n'y a pas d'impact trop du pétrole, de la guerre, etc. Alors voilà, il y a ça, et en plus, je dirais que ça parle aussi aux plus vieux d'entre nous, dans le sens où on allait au cinéma, on se faisait plaisir, on achetait tout, on allait au resto. Ouais, ça ressemble un petit peu au vieux cinéma des années 70-80, des beaux cinémas de luxe, et c'est bien qu'ils remettent ça au goût du jour, non? C'est chouette. Très très bien. Gaumont ensuite, évidemment. Alors Gaumont, c'est un petit peu une situation particulière. Donc Gaumont. Julien me le disait, déjà flottant tout petit. Flottant tout petit. Gaumont en fait appartient déjà en très très grande partie à la famille Seydoux. Et ils ont été obligés par l'AMF à lancer une offre publique de retrait sur le titre. Ils ont fait appel, mais là le 19 mars, la Cour d'appel de Paris a confirmé qu'il fallait qu'ils retirent Gaumont de la côte. Donc il y a un expert indépendant qui a été nommé. Alors évidemment, on ne connaît pas encore le prix qui va être décidé, mais en tout cas, Gaumont a un très beau catalogue évidemment d'actifs avec plus de 1000 œuvres, dont beaucoup d'œuvres emblématiques du cinéma français. Et ils ont aussi de l'immobilier, et notamment un immeuble sur les Champs-Élysées qui pourrait, selon certains experts, représenter environ, voire plus de la moitié de la valorisation de la société, donc de Gaumont. Donc voilà. Avec ces deux éléments, un très beau catalogue et pas mal d'immobilier, on peut penser que l'offre publique de retrait se fera un cours plus élevé évidemment que le cours actuel. Moi, j'estime que vers 130 €, ça ne m'étonnerait pas, contre un cours actuel de 111 €. Et comme c'est un retrait qui devrait intervenir dans pas très très longtemps non plus, ça va être intéressant de se placer. Bon, et j'allais terminer en me faisant l'avocat du diable. Est-ce que les boursiers ne voudraient pas vous répondre très bien. Est-ce que finalement investir dans le cinéma, c'est pas directement prendre des actions Netflix, Disney, peut-être Amazon même, quand on veut investir dans le cinéma? Alors effectivement, ça fait moins rêver qu'Amazon et Netflix qui ont connu des parcours boursiers très importants. Mais c'est justement parce que ces valeurs sont pour moi en retard. Il y a un petit peu des valeurs oubliées. Moi, je mise un petit peu sur un retour du contenu. Il ne faut pas oublier qu'Amazon avait racheté la MGM aussi pour, je crois, quasiment 9 milliards de dollars. Donc voilà, les belles propriétés industrielles ou les beaux intellectuels, ou les beaux cinémas bien placés, pour moi, ça a encore de la valeur. Et voilà, ça pourrait être un retour en grâce de certaines valeurs un petit peu oubliées ou délaissées par le marché. Bon, allez, un petit mot. Il n'y a pas de mal à se faire du bien. Vous lancez Limonade. C'est quoi, c'est une newsletter? Tout à fait, c'est une newsletter. J'ai essayé d'apporter un peu de fraîcheur sur les marchés, si je peux me permettre. Et l'idée, c'est d'avoir un conseil boursier, donc un conseil par semaine, tous les lundis, avec un objectif de cours défini. Bon, très simple. Ça paraît simple. Simple et j'espère efficace. Effectivement, Jeremy Blackwell, gestionnaire de fortune, donc Limonade, la newsletter à aller consulter. Merci beaucoup d'avoir été avec nous.